Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Samouya Congo, votre chaîne d'information à la une de cette nouvelle session d'actualité. Mabunda déchu avec son bureau, on va en parler notamment avec les réactions de quelques acteurs politiques de la République démocratique du Congo, les discours du chef de l'État, les conséquences qui en découlent jusqu'à pourquoi le président a choisi ces moments pour se séparer du FCC. On va en parler et certainement qu'on va achever avec d'autres sujets qu'on a réservés pour vous. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous Noël Tchani Mwadianvita, ancien candidat à la présidence de la République démocratique du Congo 2018. Il a été reçu aux consultations par le président de la République. Certainement qu'on va en faire allusion ici. Noël Tchani, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir à Samouya Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Mabunda déchu, comment vous avez reçu cette nouvelle? J'étais très content de voir que il n'y a pas que Mabunda qui est tombé, mais le FCC est tombé. Toute la machine FCC s'est écroulée à travers Mabunda. Pendant 2 ans, depuis l'alternance survenue au sommet de l'État, le pays a été paralysé par les actions de Mme Mabunda et de son groupe, donc le FCC, qui ne faisait plus le travail d'un parlement normal, mais bien au contraire, on nous a exposés à des actions destinées à pérenniser le contrôle du FCC sur la gouvernance du pays. Pour vous en convaincre, je donne 2 exemples. Un, l'élection ou le choix de M. Malonga à la tête de la CENI, c'est un choix qui a été fait de façon cavalière. Ça arrive au niveau de Mme Mabunda, au lieu d'utiliser le bon sens et de constater que la procédure n'a pas été suivie. Elle a organisé un vote qui était tout à fait rocambolesque, a envoyé même sans honte le rapport au chef de l'État pour lui demander de nommer Malonda, simplement parce que c'était quelqu'un qui sortait du FCC. Et le chef de l'État a eu la sagesse de pouvoir rejeter cela. Deuxième élément, pour montrer que Mme Mabunda n'agissait pas dans l'intérêt du pays, il y a les députés FCC, Sakata et Minaku, qui avaient préparé 2 projets de loi pour, en quelque sorte, éliminer l'indépendance de la magistrature, mettre la justice sous la coupole du ministre, donc la justice. Mme Mabunda n'a pas eu la sagesse de comprendre qu'il ne fallait pas procéder de cette façon-là. Bien au contraire, elle a soutenu ces 2 individus. Donc,
Madame Mabunda n'agissait plus dans l'intérêt du peuple congolais. Je suis content qu'elle ait été déchue et je suis content que tout son bureau qui travaillait avec elle soit donc déchu pour qu'on puisse recommencer donc à zéro. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour saluer tous les députés nationaux qui se sont mobilisés comme un seul homme pour sauver la République. Leur action est salutaire et nous sommes reconnaissants en tant que peuple congolais à l'égard de tous les députés qui ont participé à ce changement historique. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Il faut déjà en parler, qu'est-ce qui va se passer? Mabunda est parti, les bureaux provisoires est là. Comment ça va se passer? Est-ce que l'informateur il va travailler avec le bureau provisoire? Vous pouvez nous expliquer? Bon, je crois que ce qui va se passer, c'est que l'Assemblée nationale va vite mettre en place un bureau permanent. Et entre-temps, le chef de l'État, il est désormais libre de pouvoir désigner un informateur qui va aller au niveau de l'Assemblée nationale faire des consultations qu'il faut pour constater la majorité parlementaire, les gens qui voudront se mettre dans le même groupe que le président de la République sous ce qu'il a appelé l'Union sacrée de la République. Et une fois qu'on a fait ce constat de la majorité parlementaire, et le chef de l'État va désigner un Premier ministre qui sorte de là, et ce Premier ministre va former un gouvernement qui réponde cette fois-ci à la vision du chef de l'État. Et je pense que notre pays pourra commencer à travailler. Alors que pendant les 2 dernières années, nous avons perdu du temps. Pourquoi? Parce que les gens du FCC ne voulaient pas laisser le chef de l'État libre de ses actions. Les gens du FCC ne voulaient pas laisser le président de la République libre de ses actions. Qu'est-ce qui a poussé finalement ces députés du PPRD, notamment Guy Mafuta, Jean-Pierre Liaou et bien d'autres, de pouvoir signer cette pétition en étant déjà majoritaire du côté du FCC? C'est qu'ils sont congolais et ils sont conscients du fait que dans la cité-là, l'action FCC au sommet de l'État ne faisait pas la différence. Les Congolais souffrent beaucoup, ils meurent de faim. Les deux que vous avez mentionnés, M. Liaou et l'autre, sont des Congolais, des patriotes. Et ils ont mis en avant le patriotisme congolais, ils se sont mis à la place du peuple congolais et ils ont dit qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner à notre pays une nouvelle chance. Je pense que c'est ça qui les a motivés et je voudrais les saluer et les féliciter pour cela. Le président de la République a prononcé son discours le 6 décembre dernier. Certainement, vous l'avez suivi minutieusement parce que vous attendiez aussi peut-être que ce que vous avez proposé comme plan Marshall soit cité parmi les conclusions du président de la République. Déjà, comment vous avez reçu ces discours et surtout pourquoi les divorces doivent intervenir en ces moments précis? Le divorce doit intervenir en ce moment précis. Pourquoi? Parce que le pays était bloqué. Le pays ne tournait pas. Il fallait que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, trouve des voies et moyens pour relancer la machine qui était grippée. Et c'est pour cela que tout moment était opportun pour qu'il puisse faire ce divorce-là. Et il a choisi ce moment. C'est à lui de pouvoir. C'est lui qui a choisi donc ce moment pour qu'on ne puisse pas pénaliser le peuple éternellement pour que le pays puisse recommencer donc à fonctionner. Maintenant, comment j'ai trouvé le discours? Génial. Le discours était bien inspiré, le contenu était parfait, le style était parfait. Le chef de l'État a pris les taureaux par les cornes et il a dit la blague a assez duré, nous devons recommencer à zéro. Il a entendu, écouté les doléances venant donc de toutes parts parce que les consultations lui ont permis d'écouter qui? Tous les leaders politiques, d'écouter les leaders religieux, d'écouter les leaders de la société civile. On a écouté les musiciens, les comédiens, les Congolais ordinaires, la maman de la rue, ceux qui venaient des provinces, les assemblées, les présidents des assemblées provinciales, et à côté les gouverneurs. Donc il a écouté tous les maillons différents de la population congolaise. Et il a pris en compte, bien sûr, les différentes recommandations pour arriver à nous délivrer ce qu'il a prononcé donc comme discours auquel j'adhère totalement. Je voudrais saluer le chef de l'État pour une idée extraordinaire. L'idée de mettre en place ce qu'il appelle donc l'union sacrée de la nation. À mon avis, c'est l'une des meilleures idées qui soit sortie de ces consultations nationales. Pourquoi? Parce que la gestion du pays pendant les 2 dernières années était basée sur l'exclusion. C'est-à-dire le FCC et le CACH, qui constituent d'ailleurs une minorité, moins de 10% de la population, s'étaient accaparés de toutes les institutions de la République et les gens du FCC ne voulaient pas lâcher. Donc, tout le reste de la République, 90% de la population était exclue de la gestion du pays. Et le chef de l'État a bien fait de constater que ce modèle-là ne donne pas de résultats satisfaisants. Il faut reconstituer donc l'équipe, une équipe nationale qui englobe tout le monde
Et avec la participation de tous, nous pourrons remettre le Congo sur la voie donc, du développement. Je voudrais vous rappeler à ce que l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, disait. Le maréchal Mobutu, après avoir fait aussi des consultations il y a quelques années, il était arrivé à la conclusion suivante. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui du peuple, il peut tout. C'est la même idée aujourd'hui de l'Union sacrée. Mettons-nous ensemble, mettons-nous au travail, on va relancer le développement du Congo et ça va profiter à tout le peuple congolais. On va relancer les travaux, on va tout mettre en œuvre pour faire avancer le pays. Qui pourrait être les prochains alliés, notamment du président de la République lors de cette Union sacrée? Moi, je pense que le président de la République a ouvert son cœur et ses bras à tout le monde. Viendra dans l'Union sacrée tout celui qui veut y être. Il n'y a pas eu d'exclusion. Il a même tendu la main en disant, même les gens du FCC, vous pouvez venir. Il y en a tout plein qui ont traversé la rue, qui ont laissé Kingakati et qui sont venus du côté du palais de la Nation. Donc tous ceux qui se reconnaissent congolais et qui veulent que le Congo soit géré différemment que ce que nous avons connu jusqu'à présent sont les bienvenus dans l'Union sacrée. Donc il n'y a pas d'exclusion, il y a plutôt l'inclusion de tout le monde. Il y a plutôt l'inclusion. On continue avec vous, Noël Chani, moi Diane Vita. Nomination de l'informateur. Veuillez nous donner quelques critères pour vous. Je vous mets là parce que vous êtes ancien candidat à la présidence et notamment vous avez participé aux consultations. Vous avez certainement compris les problèmes qui se sont posés parce que vous nous avez laissé entendre que les présidents posaient d'abord les problèmes et après ils vous écoutaient. Pour vous, quels sont les critères sur lesquels il faut se baser pour nommer un informateur? Bon, c'est le chef de l'État qui a le monopole d'appréciation des critères. Mais si j'avais à proposer quelques idées, je dirais qu'il a besoin d'un conseiller éclairé. Un Premier ministre qui va s'inscrire dans le cadre de la vision que lui il a et qui peut lui permettre de mettre en œuvre cette vision-là. Donc l'informateur doit être un technocrate, bien éduqué, un érudit, qui n'a jamais été trempé dans les antivaleurs dont souffre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les guerres, les rébellions, qui n'a jamais été associé à la mauvaise gouvernance, quelqu'un de propre, d'intègre et qui a de l'expérience, qui peut mettre en œuvre, qui peut mobiliser une équipe pour mettre en œuvre une vision de développement et réaliser des résultats. Voilà les critères que moi, un rassembleur, quelqu'un qui peut travailler avec tout le monde. Je pense que si quelqu'un remplit ces critères-là, il pourrait être un très bon informateur et éventuellement même un très bon Premier ministre. Donc, mais je laisse la liberté de choix et de définition des critères au président de la République parce que seul il a la notion claire de ce qu'il veut réaliser et le genre de personnes avec qui il peut travailler. Mais est-ce que l'informateur est automatiquement Premier ministre? Non, pas automatiquement. On a connu dans le passé, par exemple, sous le régime de Joseph Kabila, il y a eu Mwando Simba, je crois, qui avait servi d'informateur, juste pour aller constater les différents groupes au niveau de l'Assemblée nationale et déterminer s'il y avait majorité ou pas. Et après qu'on ait terminé cela, M. Kabila a nommé un Premier ministre qui était, je pense, Bruno Tshibala. Je crois qu'actuellement, on peut vivre la même situation. On peut prendre un informateur qui a juste pour rôle de constater à quel groupe appartient chaque député et de constater s'il y a une majorité parlementaire et faire cette recommandation au chef de l'État pour que le chef de l'État, à partir maintenant de ce groupe-là, soutire une personne qui réponde à ces critères à lui pour être Premier ministre. Donc l'informateur peut ou peut ne pas devenir Premier ministre, ça dépend de la volonté du chef de l'État. Nomination de l'informateur, ses fonctions tournent autour de l'identification, notamment de la majorité au sein du Parlement. La question est celle de savoir est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là avant de nommer Sylvestre Ilukamba, parce que finalement on a vu hier que certains députés même du FCC ont accepté de traverser du côté de l'Union sacrée. Est-ce que si on avait initialement identifié la majorité, peut-être que ça ne serait pas Ilukamba? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je me rappelle qu'à l'époque, le chef de l'État avait déclaré qu'il allait désigner un informateur. Mais ces vaillants citoyens donc, du FCC s'étaient opposés. Pourquoi? Parce que pour eux, ce Congo se limite simplement aux gens du FCC. Il fallait qu'on choisisse simplement quelqu'un à l'intérieur de ce groupe-là et ils savaient ce qu'ils faisaient.
parce qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Si on avait fait ce travail-là, on n'aurait pas abouti à une Assemblée nationale dominée par le FCC. On aurait abouti peut-être à une Assemblée nationale qui travaillait avec le président. L'idée de l'Union sacrée là pouvait germer il y a déjà 2 ans. Mais ces gens du FCC sont ce qu'ils sont. On les connaît aujourd'hui. Ils mettent en avant leurs intérêts au lieu de mettre en avant les intérêts du peuple congolais. Ils avaient gêné le processus. Aujourd'hui, le peuple s'est libéré. Les députés nationaux nous ont délivrés et nous avons des nouvelles conditions qui permettent au chef de l'État de désigner un informateur. Donc, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est déjà du passé. Maintenant, nous avons des conditions nouvelles et l'informateur va sortir bientôt. Les passés, justement, nous permet de vivre les présents et de bien planifier les futurs. Donc, si on ne fait pas attention au passé, ça peut toujours nous revenir dans l'exercice de ce que nous faisons. Bon, nous ne sommes pas d'abord là. Le fait que le président de la République qualifie l'Union sacrée d'une plateforme, si on peut appeler comme ça, qui va rassembler tout le monde, qui ne dépend pas d'un camp politique ou d'un autre. Et le fait que les gens du FCC reviennent dans l'Union sacrée, ça ne peut pas causer des ennuis à cette Union sacrée dans le futur. Bon, finalement, ils ne vont pas changer, ce sont les mêmes personnes. Moi, je pense que l'Union sacrée devrait avoir des règles. Je ne sais pas si on va mettre en place une structure organisée avec un règlement d'ordre intérieur, avec des statuts bien spécifiques sous forme d'un regroupement politique, ou bien ce sera juste un regroupement informel du genre FCC actuellement. Mais je pense que c'est important qu'on ait un règlement d'ordre intérieur. Quand vous venez dans un regroupement, il y a des règles qu'il faut suivre et tout le monde qui vient dedans, qu'il ait été de la force du changement, qu'il ait été du CACH, du UDPS ou de n'importe quel regroupement politique ou du FCC, tout le monde qui vient doit pouvoir s'engager à respecter le règlement d'ordre intérieur. Donc si on vient de cette façon-là, je crois que si vous vous écartez des règles qui régissent la communauté, vous serez donc expulsé. Et si vous continuez donc à être à l'intérieur, ça veut dire que vous devez vous conformer à ce qu'on a convenu comme modus vivendi pour permettre donc au pays de fonctionner normalement. Avant d'aller du côté du Sénat, le président, lors de son discours, il a également parlé de changement au niveau des élections, c'est-à-dire qu'il va organiser peut-être en 2023 les élections à suffrage universel direct, mais à 2 tours. Chose qui existait déjà dans la Constitution. Pourquoi ça ne s'appliquait pas? Pourquoi il a recouru à ça finalement pour pouvoir organiser les élections lors du prochain scrutin 2023? Bon, le président Tshisekedi n'était pas président en 2016. Et donc avant, il avait un mot à dire en tant qu'opposant. Donc, mais il n'avait pas un mot à dire déterminant pour déterminer et imposer au pays sa façon de voir. Tout le monde, nous avons décrié le fait qu'on n'avait pas d'élection à 2 tours. Ce système d'élection à 2 tours a été évité par Joseph Kabila, qui avait des velléités de pouvoir se positionner comme étant seul capable de diriger le pays. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui avait critiqué ce système-là avant, il est au pouvoir et il a dit qu'il va faire la volonté populaire. Nous tous, nous avons réclamé des élections à 2 tours. S'il nous a écoutés, et que si on va avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que certaines des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on pourra obtenir des modifications de loi pour permettre que ça puisse se faire normalement. Donc il y a des choses que l'Assemblée nationale sur lesquelles devra travailler le plus rapidement possible, notamment la modification de la loi électorale pour permettre des élections à 2 tours, pour permettre aux candidats aux élections présidentielles d'avoir des débats contradictoires obligatoires pour permettre l'élection d'après le mode de scrutin direct, universel direct pour le choix du président de la République, pour le choix des députés nationaux, des sénateurs, mais également des députés provinciaux, pour le choix des gouverneurs des provinces. On devra aussi enrôler les Congolais de la diaspora pour leur permettre de participer au choix des dirigeants donc, dans leur pays. On devra modifier la Constitution pour reconnaître la nationalité congolaise d'origine comme étant inamovible pour tous les Congolais. Que vous soyez Congolais ici ou vous soyez Congolais né à l'étranger et que vous ayez opté pour une nationalité étrangère, volontairement ou involontairement,
vous restez congolais. Quand vous êtes au Congo, nous, on vous reconnaît en tant que congolais. Si vous allez à l'étranger, que vous dites que vous êtes français, belge, ou je ne sais pas, hollandais ou chinois, c'est votre affaire. Mais quand vous êtes en République démocratique du Congo, nous vous reconnaissons comme étant l'un des nôtres. Vous êtes congolais et vous allez rester donc congolais. Donc, ce sont des modifications, moi je pense, qui sont utiles et qui devront être incorporées dans la loi électorale ou dans la Constitution, si cela entraîne donc le changement de Constitution, pour qu'on ait un pays qui se modernise. Vous savez, les histoires de double nationalité, il n'y a que des Congolais qui sont préoccupés par des futilités de ce genre-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis. Vous savez pourquoi ils sont nés aux États-Unis? Parce que j'ai travaillé à la Banque mondiale en tant que Congolais qui représente valablement la République démocratique du Congo. Je me retrouve aux États-Unis au travail commandé en quelque sorte donc par la RDC et mes enfants naissent là-bas parce que c'est là que j'habite. Ils naissent d'un père congolais et d'une mère congolaise. D'après la loi américaine, quand vous naissez aux États-Unis, vous devenez américain. Vous êtes américain automatiquement, mais ça leur donne des avantages pour aller à l'école, étudier dans des écoles publiques gratuitement et consorts. Et à cause de ça, la constitution de la RDC qu'on avait ou qu'on a jusqu'à présent dit que quand vous êtes américain, vous ne pouvez plus être congolais. Mais moi, je trouve que c'est stupide. Vous trouvez que moi, qui suis congolais, je laisse mes enfants, qu'on les abandonne, qu'on dise qu'ils sont américains et ils n'ont pas le droit de devenir congolais. Et il y a tout plein d'enfants congolais à travers le monde dans les mêmes conditions. Il faut reconnaître la nationalité congolaise d'origine comme étant quelque chose d'inamovible qu'on ne peut pas perdre. Si vous allez prendre donc d'autres nationalités à l'extérieur, tant mieux. Mais vous ne pouvez pas perdre la nationalité congolaise parce que vous avez volontairement ou involontairement opté pour une nationalité étrangère. Vous êtes banquier économiste et cette décision d'organiser l'élection, par exemple présidentielle, disons, à suffrage universel direct mais à 2 tours, ça peut impacter positivement ou négativement sur l'économie ou les finances de la RDC? Vous savez, en matière d'élection, il y a des modes d'élection qui coûtent cher et des modes d'élection qui ne coûtent pas cher. Mais nous devons trouver le mode d'élection qui permette à notre pays, sincèrement la population, quel que soit le coût que cela entraîne. Nous sommes un pays de 100 millions de Congolais. Le mode de scrutin d'élection universelle directe permet à chaque Congolais de choisir qui sera son futur dirigeant au niveau de la présidence, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernorat, et ainsi de suite. Si c'est ça le prix à payer, nous devons le faire parce que ça amène la quiétude, la paix sociale. Ça fait sentir chacun de nous comme ayant participé au choix de ses dirigeants. Donc, quel que soit le prix, nous devons le faire. Si on choisit, si on opte pour le mode de scrutin indirect, on a vu l'expérience avec le choix des sénateurs, mais aussi des gouverneurs de province. On aura quelques individus qui choisissent le président de la République ou bien qui choisissent les sénateurs ou qui choisissent les gouverneurs de province. Et devinez quoi? Avec de l'argent, on corrompt tout le monde et en corrompant, on aboutit à avoir des dirigeants qui ne représentent pas sincèrement la volonté populaire. On a vu ce que les gens du FCC ont fait pour remplir tous les gouvernorats des provinces que eux ont des gouverneurs de provinces que eux ils ont choisis, mais des gens qui ne représentent pas du tout la volonté populaire. Donc sortons de ce cercle vicieux, quel que soit le prix à payer, et je demande que l'élection de ces postes à ces postes-là soit faite d'après le suffrage universel direct parce que ça nous amènera à éliminer le facteur corruption dans l'organisation des élections, mais en plus de cela, ça permettra au peuple souverain de se choisir ses véritables dirigeants. Déjà 48 signatures récoltées au niveau du Sénat de la RDC pour destituer également Alexis Thambwe Mwamba. Est-ce qu'il faut estimer que c'est le prochain Mabunda ou les prochains présidents de pouvoir quitter? Thambwe Mwamba a été un piètre président du Sénat. Et tout son comportement depuis qu'il est arrivé au sommet du Sénat montre qu'il n'est pas différent de Janine Mabunda. Il met en avant le militantisme politique et sa loyauté à l'égard d'un individu de Joseph Kabila au lieu de travailler pour le peuple congolais. Il est temps qu'il parte aussi du Sénat. Je demande aux sénateurs d'organiser le plus rapidement les votes comme on l'a fait au niveau de l'Assemblée nationale et de démettre Alexis Thambwe Mwamba de la présidence du Sénat et tout le bureau d'ailleurs qui a travaillé avec lui pour que nous puissions avoir un Sénat qui correspond à la volonté du peuple congolais, qui fait le travail pour la RDC et qui n'est pas là pour sa loyauté à l'égard d'un individu de Joseph Kabila.
quelles sont les conséquences de tous ces faits, notamment la destitution de Mabunda et consort Alexis Thabo Mwamba en voie d'être déchu, les discours du président de la République sur l'échiquier politique congolais? Eh bien, moi je dis que si on arrive à faire au Sénat ce qu'on a fait avec l'Assemblée nationale, les députés et les sénateurs auront délivré la République démocratique du Congo de la mainmise du FCC et de Joseph Kabila sur les institutions de la République. Ce sera l'équivalent de ce que j'appelle la prise des Bastilles. On aura libéré le peuple congolais pour mettre en place une véritable république. Je ne sais pas s'il faut appeler ça la 5e République ou quelle république, mais ça permettra à notre pays de commencer à fonctionner donc différemment que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il est anormal qu'on ait un chef de l'État qui vient avec un mandat populaire et qui se retrouve obligé de s'agenouiller devant Joseph Kabila pour prendre une décision. Ça ne va plus se faire. On aura libéré et le chef de l'État et le peuple congolais, et la RDC aura l'occasion de recommencer à se développer normalement comme un pays géré d'après les règles modernes dans une démocratie et dans un état de droit qui fonctionne. Et pour chuter avec les réactions des acteurs politiques de la RDC, notamment à l'issue du discours du président de la République prononcé récemment, je commence par Adolphe Muzito, qui rejette en bloc tous les propos du chef de l'État, mais aussi Martin Fayulu, qui ne s'est pas directement exprimé, mais son secrétaire de son parti s'est exprimé dans un des médias de la place pour dire que tous ces propos-là n'engagent que le président de la République. Vous avez participé aux consultations. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi également ont participé aux consultations. Alors que les deux là font partie de la Mouka, est-ce qu'il faut estimer que désormais chacun s'est conduit de sa façon, n'est plus tenir compte de la Mouka? Nous sommes un pays de 100 millions de Congolais. Dans les 100 millions de Congolais, vous allez trouver qu'il y a toujours un individu ou deux ou même plus que ça qui ne sont pas d'accord avec le reste de la République. C'est ça la base même de la démocratie. Je respecte les opinions de ceux qui ne peuvent pas voir les choses de la même façon que moi ou bien de la même façon que la majorité de nos Congolais. Je suis triste. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité que mon ami Martin Fayulu puisse faire partie de l'Union sacrée, puisse venir pour que nous puissions travailler ensemble pour développer la RDC. C'est quelqu'un que j'apprécie personnellement parce que nous sommes des amis et des amis de longue date. Je pense à lui, je pense à sa femme Esther, je pense à ses enfants et je voudrais que Martin, je lui demande encore une fois de plus, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'il vous plaît, venez vous joindre à nous et la porte est ouverte. Maintenant, en ce qui concerne Adolphe Muzito, je suis très déçu de ce monsieur-là, vous savez pourquoi? Il était Premier ministre, il a travaillé avec M. Kabila depuis très longtemps et pendant qu'il était Premier ministre, il s'est distingué par des actions que je peux dire sont des actions d'antivaleurs, des antivaleurs énormes qui n'ont pas permis à notre pays donc de décoller. Et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas libéré totalement de Joseph Kabila. Il continue chaque fois qu'il en a l'occasion de pouvoir donner du souffle à Joseph Kabila d'une façon subtile. Aujourd'hui, tous les Congolais veulent se mettre ensemble dans l'Union sacrée. Monsieur Muzito demande aux Congolais de ne pas se mettre à côté du président de la République. Si on ne se met pas du côté du président de la République, vous savez à quel côté on se met? On s'est mis du côté donc de Joseph Kabila. Donc M. Muzito, c'est un homme dangereux pour notre pays, pour notre démocratie. Et je pense qu'il devrait assumer la responsabilité du mauvais fonctionnement de la RDC à cause des actes qu'il avait lui-même posés pendant qu'il était Premier ministre. On a vu toute une série d'exonérations fiscales qui étaient signées de la main de M. Muzito en tant que Premier ministre, qui privait la RDC des ressources financières importantes pour financer le développement. On a vu des allégations de corruption qui étaient faites avec un bourgmestre, je pense, donc de Belgique, avec lui ou bien à travers donc, sa femme. Et on a entendu donc les histoires qui étaient révélées par le parlementaire, il s'appelle comment? Djekoko Mulumba, sur des accusations de maisons à travers toute la ville de Kinshasa. M. Muzito n'est pas un exemple à suivre. Donc ce qu'il dit là, il n'a aucune crédibilité, il n'a pas de valeur, il devrait se taire. Il devrait se taire, nous sommes arrivés à la fin, vous avez participé aux consultations, je l'ai dit ici. Si aujourd'hui il vous arrivait d'être invité par les présidents de la République pour faire partie peut-être du prochain gouvernement, êtes-vous d'accord ou pas, oui ou non, et puis on s'arrête là? Je vous donnerai la réponse après que le président de la République m'ait appelé. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas répondre comme ça au hasard, à supposer que le président de la République m'appelle pour me nommer général des corps d'armée dans les forces armées congolaises.
je pense que je serais mal conseillé de pouvoir accepter ce poste-là parce que je ne sais pas comment on travaille dans l'armée. Donc, si le président de la République m'appelle pour me demander de faire quelque chose que je peux faire, dont j'ai l'expertise, la compétence, je dirais oui. Mais si on ne m'appelle pas n'importe comment, s'il m'appelle pour me demander de faire ce que je peux faire, je dirais oui. S'il me demande quelque chose qui est impossible que je ne puisse faire avec satisfaction pour lui ou bien pour le peuple congolais, je lui dirais d'excellence. Merci, je n'en peux pas. Votre dernier mot pour conclure cette émission? Encore une fois de plus, je vous remercie, mais je voudrais attirer l'attention donc de notre population toujours sur la résurgence de la Covid-19, la pandémie. Elle est là, elle est dangereuse, elle tue. Et je connais des gens depuis 2 semaines bientôt qui tombent comme des mouches. Je voudrais que le peuple congolais ne puisse pas baisser la garde. Nous devons prendre toutes les précautions pour nous protéger nous-mêmes, mais également pour protéger notre environnement, nos voisins, nos familles. Pour cela, respectons les mesures, les gestes barrières préconisés par les autorités politiques et les autorités sanitaires. Notamment, ne pas se serrer la main, ne pas se faire des bisous, ne pas sortir sans porter le masque. C'est confiner volontairement à la maison quand vous n'avez pas quelque chose d'important à faire donc à l'extérieur. Vous lavez les mains régulièrement. Si nous faisons ces précautions-là, je pense que nous allons vivre longtemps. Nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons protéger aussi notre environnement. Merci Noël Tchani Mwadianvika d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous tous qui nous avez suivis à travers cette tranche d'information. Merci à Serge Moura qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette session d'actualité. Prenez rendez-vous avec moi demain à la même heure sur Sanwea Congo. À très bientôt. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki c'est parti. Donc, vous avez vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, vous avez contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider, tout le monde chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.